Ah, le combat qui opposa Shun versus Aphrodite. Alors, inutile de se voiler la face, ce combat n'a jamais été très populaire, et ce pour plusieurs raisons sur lesquelles on va revenir après. Mais pourtant, le combat se démarque pour plusieurs petits trucs. Dans le manga, on a le droit à une révélation de taille, oui, car si Shun s'est battu jusque-là, c'était en partie pour rencontrer le saint des poissons. Quel fin stratège ce Shun, il a tout prévu concernant Hyuga et Shiryu. Yeah! Il faut rappeler un fait important, mais dans le chapitre 64, paru le 17 mars 1987, eh bien June était là uniquement pour empêcher Shun d'aller au massacre, ni plus ni moins. Il ne s'était rien passé sur l'île d'Andromède, tout du moins Masami Kurumada n'avait rien évoqué à ce moment-là. Ce n'est qu'avec le chapitre 97 qui fut publié le 3 novembre 1987 qui fera d'Aphrodite le tueur du maître de Shun. Entre-temps, l'anime aura effectué son propre scénario en indiquant que Milo avait ravagé son île. Pauvre Milo, il devait être le maître de Hyuga, mais Masami Kurumada se ravisera. Il devait être le meurtrier du maître de Shun, mais le scénario sera finalement modifié. Pas de bol. Les scénaristes de l'anime n'avaient donc pas prévu le coup sur Aphrodite et ils ont dû se raviser, indiquant alors que Milo a été aidé par Aphrodite, un ajout qui n'a pas fait plaisir aux fans du sein du Scorpion. Pourtant, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, la popularité de Milo n'en a pas pâti pour autant. Tiens, détail amusant, mais Masami Kurumada, dans son chapitre 64, n'avait pas dessiné de décor sur les retrouvailles entre Shun et June. Ce n'est que dans le chapitre 97 qu'on apprendra que cela se passait dans la chambre de Shun. Évidemment, on se posera quelques questions sur le flashback de l'épisode 40, où il était clair qu'Albioré était terrassé par Milo. On pourra rétorquer que c'était là la version de June. La vérité éclatera en indiquant qu'Albioré était un Silver Saint très puissant dont le niveau égalait celui d'un Gold Saint, ni plus ni moins. Oui, car bon, dans le manga, Shiryu et Hyuga se font entraîner par des Gold, fallait bien avoir une petite compensation pour Shun. Et c'est dans ce contexte-là qu'Aphrodite intervient pour renverser le Silver Saint. Albioré, qui fut une création d'Eisaku Inoue, a donc eu ce rare privilège d'être vaincu par deux Gold Saints. Un scénario qui ne laisse personne indifférent, et beaucoup jugent durement le scénario de Yoshiyuki Suga qui fait passer Milo pour un Gold Saint assez standard. Là où dans le manga, Aphrodite agit seul et tue Daedalus de ses faits à la loyale, l'auteur porte quelques mots indiquant qu'il était respecté par beaucoup de saintes pour sa force et sa droiture. Malgré tout, l'image montre très clairement le saint des poissons victorieux. On n'imagine pas avoir eu quelques difficultés à le vaincre d'ailleurs. Daedalus ressemble d'ailleurs un peu à Shura physiquement. Malheureusement, ce personnage est introduit bien tardivement et la comparaison avec Albioré se fait cruellement sentir. Oui, car bon, Albioré disposait d'une classe assez folle dans les faits, non? Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive donc le dernier combat des 12 maisons. Chose rare, où chaque épisode commençait sans trop attendre le prochain combat, ici on a le droit à un temps de répit dans l'adaptation animée par l'épisode 68. Où on nous précise que Shun va livrer là son combat et que son cosmos s'est terriblement endurci. Il était manifestement important de le souligner car avant cela, Shiryu, dans la maison du Scorpio, indiquait à Seiya qu'il demanderait à Shun de ne plus revêtir sa clause et de renoncer au combat, tant le personnage était bien trop gentil et sensible. Cet épisode sert donc à rassurer grandement les spectateurs sur les pouvoirs de Shun, qui n'avait pas encore véritablement vaincu un adversaire, si ce n'est la clause vide des Gémeaux. Bien que l'apparition de l'énigmatique Aphrodite tarde un peu, son élégante silhouette a vite fait de créer une atmosphère assez particulière. Et ce, accompagné par la voix suave de Keiichi Namba, rendant encore plus évident le côté sensuel du personnage par quelques passages bien précis. Il prendra les traits d'un personnage presque similaire dans le 4e film de Dragon Ball Z, répondant au nom d'Anguilla. On pourrait dire ce que l'on voudra sur Aphrodite, il s'est montré particulièrement prévoyant en piégeant les dernières marches d'escalier. Il est d'ailleurs possible que cela soit une référence au magicien d'Austin. Yes! Oh, look at him.
Seiya est neutralisé et comment pourra faire Shun pour se débarrasser d'Aphrodite tout en prêtant main forte à Seiya? On aurait pu penser en plus que si Aphrodite mourait, ses roses disparaîtraient par magie, mais en fait non. Quoi qu'il en soit, la fin de l'épisode 68 donne immanquablement envie de voir la suite. Et ce, avec ce fameux plan où Aphrodite jubile de la situation avec un Shun en second plan, qui veut plus que tout se conduire en homme pour honorer son maître et Ikki. L'épisode suivant est hélas déstabilisant. Beaucoup insinuent souvent que si Aphrodite n'est pas très populaire, cet épisode pourrait expliquer le pourquoi du comment. En effet, l'épisode est confié à Shizuo Kawai, qui n'est pas vraiment réputé par la beauté de ses dessins dans l'univers de Saint Seiya. On l'associe souvent au pire fail de la première série. Et pourtant, malgré ces mauvais épisodes, il rédécivera sur Betix et Fumano Kojiro. Son rôle deviendra de moins en moins important et sera pris en charge par Tomoko Kobayashi, notamment dans l'épisode 73. On le retrouve donc dans pas mal de séries de Tatsunoko et même plus récemment dans Rin Nikakero dans l'arc Shadow, à travers les épisodes 2 et 6. Donc oui, esthétiquement, cet épisode n'est pas génial, à l'instar du dernier épisode mettant en scène Yoga versus Milo. Ce qui avait d'ailleurs surpris pas mal de personnes, c'était le troisième film de Saint Seiya où Aphrodite y apparaissait, mais cette fois-ci sous la tutelle de Shingo Araki, et le personnage n'a jamais été aussi bien dessiné. Pourtant, l'épisode nous présente là l'île d'Andromède. À travers quelques mots de Tatsumi, dans un flashback du manga, on pouvait y apprendre que ce lieu d'entraînement était très rude et qu'il n'avait rien à envier au fond à l'île de la Reine Morte. Et en effet, la tâche ne fut pas facile pour Shun, en plus de gérer Reda et Spica, deux rivaux, des noms pas anodins puisque Reda et Spica sont les noms de satellites naturels de Jupiter. Effectivement, on pourra se demander pourquoi on nous montre que si tardivement l'entraînement de Shun, même si cela avait plus ou moins commencé dans la maison de la balance. En fait, ces informations, elles étaient là pour nous révéler une information capitale sur la fin du combat. Shun sait se battre sans sa chaîne. Oui, je sais, j'en ai parlé dans les légendes urbaines. Comme indiqué sur une autre vidéo, l'affiche du personnage d'Aphrodite nous apprend qu'il est suédois, probablement une référence à Versailles Nobara par le personnage de Anne Axel de Fersen, qui était le dernier soutien indéfectible de la reine. Outre cela, Aphrodite passe en dernier et fatalement, voir un Gold Saint ayant le pouvoir de se rendre invisible, forcément, c'est bien moins impressionnant que ce qu'on a pu voir plus tôt chez ses pairs. Mais il serait malhonnête de résumer à cela les pouvoirs d'Aphrodite, qui ne manquent pas d'efficacité à travers ses diverses roses, comme le Royal Demon Rose, faisant perdre ses 5 sens à ses opposants, qui entraîna également la chute d'Albioré. Le cosmo d'Aphrodite fait changer les propriétés de chacune de ces roses, et encore une fois, la voix de Keiichi Namba est diablement efficace et terriblement sensuelle. Difficile à croire que c'est le même comédien qui incarnera presque en parallèle le personnage de Frey dans le film Asgard. Sur la version française, l'adaptation aura du mal à croire qu'Aphrodite était un homme de par son look, son nom. Ce personnage sera incarné successivement par Stéphanie Murat et Virginie Ledieu. Mais pourquoi t'es-tu relevé, chevalier? Tu aurais pu mourir paisiblement et sans la moindre douleur. Tu n'aurais pas été obligé d'affronter la terreur de la mort si tu avais gardé les yeux fermés. Les roses démoniaques ont le pouvoir de faire mourir lentement mes adversaires en les privant de leurs 5 sens. Mais les roses noires peuvent terrasser mon ennemi en quelques secondes. Et curieusement, dans l'épisode 69, les rires ne sont pas joués par Stéphanie Murat, mais par Dorothée Gemma. C'est toujours compliqué avec la Sophie. Shun fait preuve d'une belle vaillance, et ce par la très sous-estimée technique du L'épisode se termine en révélant une piranha rose qui bloque la chaîne d'Andromède.
nous arrivons vers du très bon, par le savoureux épisode 70, superbement réalisé par Kazuhito Kikuchi, qui deviendra plus tard le réalisateur principal des arcs Asgard et Poséidon, succédant ainsi à Kozo Morishita. Kazuhito Kikuchi sait parfaitement comment rendre le renversement de situation impressionnant. La première partie est véritablement un bijou tant c'est la première fois que Shun était démuni face à un adversaire. Oui, ok, Saga brisait furtivement la chaîne lors de son Another Dimension, mais là on va au-delà puisque les chaînes d'Andromède sont déchiquetées avec une grande aisance. Le plan où la défense est également anéantie est parfait. Un début d'épisode qui ne perd pas une minute et c'est peut-être pour ça que c'est aussi réussi. Sur le point de mourir, nous retournons une nouvelle fois dans un flashback, mais celui-ci sera le dernier, car depuis le début, ces flashbacks nous indiquaient qu'au bout du compte, Shun détenait un pouvoir caché et était tout aussi capable de faire face à un ennemi sans ses chaînes. On peut d'ailleurs s'amuser de constater que dans l'anime, Shun est plus doux, il brise le poignet de la clause d'Albioré, alors que dans le manga, c'est toute la clause de Sefei qui est détruite. Bien sûr, ce retournement de situation est assez régulier chez Masami Kurumada, notamment sur des adversaires disposant d'une arme. En effet, on ne se doute pas un seul instant en le voyant que Krishna est encore plus dangereux sans sa lance. Même chose pour Charon, c'est dans ce contexte, ma foi inédit, qu'apparaissaient les techniques de Nebula Storm et Nebula Stream. La technique Nebula Stream empêche ainsi l'adversaire de bouger efficacement, chose bien utile face à Sorrento. Et bien sûr, la Nebula Storm, l'anime choisira toujours d'accompagner cette technique ultime par la musique Tobey Pegasus, la mettant ainsi parfaitement en valeur comme il se doit. La victoire ne sera pas pour autant facile, car pour rendre le suspense plus intense, Aphrodite a le droit à une ultime technique, la Bloody Rose, qui deviendra fort logiquement la technique la plus populaire de ce personnage. Cette technique semble pouvoir tout transpercer, que cela soit une Gold Claws ou un Surplice d'ailleurs. Comme indiqué sur la partie 3 des Gold Sands, j'avais signalé que le fonctionnement de cette rose pouvait se rapprocher à la mort d'Adonis, cet humain dont Aphrodite tomba amoureuse. À sa mort, les roses blanches d'Aphrodite devinrent rouges, une fois qu'elles furent trempées du sang d'Adonis. Le manga se permet de souligner que Shura, Aphrodite et Deathmask étaient au courant des agissements de l'actuel grand pop. Un message très important dans le manga, hélas on n'en saura pas plus, et même dans Saint Zero sorti en 2017 où ces trois golds s'opposent à Aiolos. Les agissements et la personnalité d'Aphrodite font de lui un être sans scrupules qui ne s'excusera jamais d'avoir liquidé Daedalus. Le personnage n'est pas forcément manichéen non plus, car dans les faits, oui, la paix a régné au sanctuaire pendant 13 ans grâce à Saga, ou plutôt grâce au bon Saga. Et qu'aurait pu faire Athéna enfant à ce moment-là? Le débat est beaucoup plus habile et en rien manichéen. Ces éléments de scénario contrebalancent à merveille la naïveté du jeune Shun. Et malheureusement, ce dialogue passera hélas à la trappe dans l'adaptation animée, assurément la plus grosse faiblesse de l'épisode. Et en notant ce dialogue-là, eh bien Aphrodite passe très clairement pour un personnage bien moins profond, ce qui n'ira pas en s'arrangeant avec le troisième film où il fait état de ce qu'il vénère le plus au monde, à savoir la beauté. A l'instar du combat entre Camus et Yoga, celui-ci se soldera par un match nul. Shun n'aura pas à rougir de sa prestation puisqu'il aura combattu comme un homme jusqu'à la fin. Aphrodite meurt avec derrière lui de nombreuses roses l'accompagnant. L'idée ira plus loin dans le troisième film où le sang d'Aphrodite par terre formera une rose. Une idée reprise dans l'épisode 6 de Lost Canvas d'ailleurs. Chose surprenante, ce n'est pas Shun qui aidera Seiya mais Marine. Ce combat restera néanmoins dans les mémoires car Shun utilise pour la première fois ses pouvoirs secrets, même si j'en conviens encore une fois que la réalisation pourrait presque nous faire croire que Shun détenait un tel cosmos au début du sacrifice, un piège dans lequel tombera la version française. Tu t'es porté volontaire pour subir l'épreuve du sacrifice, et tu en es sorti vainqueur en gagnant ainsi ton armure de chevalier d'Andromède. Et je n'arrive toujours pas à croire que tu t'es éveillé au septième sens accidentellement pendant le sacrifice.
Aphrodite n'impressionne malheureusement pas beaucoup les fans, ce qu'indiquera Masayoshi Kawata, le producteur de la chaîne TV Asahi à l'époque, et Kurumada lui confirmera qu'en effet, le sein des poissons n'est pas très populaire, sauf auprès des filles via le syndrome Bishunen, beau jeune homme, et ceci n'ira pas en s'arrangeant plus tard avec le Junikyu et un combat polémique, mais ceci est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, la mort de Shun est belle en émotion, et ce grâce à la musique Yume provenant du premier film. Là encore, cette musique est magnifiquement utilisée. Au final, on peut regretter de voir qu'Aphrodite a été autant dénaturée lors de l'adaptation animée. Le personnage du manga est simplement ambigu, que ce soit physiquement et surtout moralement. Son androgynie n'est pas trop poussée, ni plus ni moins que celle d'un Shaka, Mu ou Sorrento. Et il n'est ni vraiment vertueux ni un salopard fini. Il est tout simplement pragmatique et pense sincèrement que le faux pop est le plus à même de protéger la terre des dieux qui la convoitent. C'est également un combattant qui affronte ses adversaires à la loyale et n'en tire aucune gloire personnelle. Dans l'anime, hélas, Aphrodite est devenue une espèce de caricature outrancière des drag queens maniérées, cruelles, fourbes, sadiques, lâches, qui attaquent ses adversaires en traîtresse et gloussent de plaisir. Il ne fait aucun doute que l'anime a fait beaucoup de tort à l'image du sein des poissons, dont les seuls attraits restent l'apparence physique sous les traits de Shingoraki et encore une fois sa voix originale. Bref, c'est bien peu. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, prenez soin de vous.